Je vais vous présenter en fait très brièvement Synergie Santé Environnement parce que certaines personnes, je vois les inscriptions et des gens qui ne nous connaissent pas nécessairement. Donc, Synergie Santé Environnement, on est un organisme à but non lucratif qui a une mission relativement simple, c'est-à-dire d'aider en fait les établissements de santé de la province du Québec à réduire leurs impacts sur l'environnement. On le fait de différentes manières, par de la consultation principalement, mais également par l'animation d'une communauté de pratique. Communauté de pratique qui est constituée donc d'établissements adhérents. On a actuellement en fait 16 établissements de santé que vous voyez ici nommés là, qui sont adhérents. Donc les 16 établissements de santé sont principalement des établissements publics. Quelques établissements privés conventionnés tels que le Groupe Roi Santé, l'hôpital Marie-Clarac, et également des résidences privées, donc comme Vigie Santé, qui est un adhérent depuis peu. L'évolution de nos adhésions, en fait, on le voit sur le graphique, c'est une évolution qui s'est faite de façon progressive depuis nos débuts, donc 2008 jusqu'à maintenant. Et on voit effectivement que le nombre d'adhérents augmente malgré la fusion. Donc, on a actuellement, si on se ramène à des choses qu'on connaît et qu'on perçoit bien, donc 34 hôpitaux qui sont adhérents, 117 CHSLD, 82 CLSC, regroupés, comme vous le voyez, comme vous le savez tous, en CIS, CIUS, CHU et autres. Donc voilà, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer en fait la possession de l'image à Luc et Caroline. Donc, on va voir si je choisis la bonne Caroline. Oui, oui. Ouais, voilà, c'est parfait. Et donc, je vais juste vous introduire brièvement. Donc, en fait, je vais les laisser s'introduire, mais Luc et Caroline travaillent tous les deux chez l'organisme La Tablée des Chefs. On aura après Annie Lavoie qui va intervenir donc du CHUM. Et donc, je vous laisse parler, mes amis. Et donc, bonne présentation. Bonjour. Est-ce qu'on nous entend? Oui, moi j'entends. Oui? Parfait. Bonjour tout le monde. Merci Jérôme de nous donner cette occasion de nous adresser à ces partenaires du réseau de la santé. Mon nom est Luc Marchildon. Je suis accompagné de Caroline Poirier-Parisé. Nous sommes tous les deux de la Tablée des Chefs, donc nous nous occupons du service de récupération des surplus alimentaires. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés d'Annie Lavoie, comme Jérôme l'a dit, qui est chef de secteur production alimentaire et restauration et développement à l'Hôtel-Dieu de Montréal. On a demandé à Annie de se joindre à nous parce que nous faisons déjà la récupération des surplus alimentaires auprès du CHUM et son expérience de terrain, donc au quotidien, on trouve que c'est intéressant de l'entendre et c'est valable, surtout dans une perspective où on aimerait développer à travers le réseau de la santé la récupération des surplus alimentaires. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui au cours de la prochaine heure ou à peu près, outre de vous parler de la Tablée des Chefs en tant que telle, on pense qu'il est important de faire un petit peu l'état de la situation, donc au niveau de la nutrition et du gaspillage alimentaire qui mène dans le fond à la création des surplus alimentaires. Donc, toute cette question-là, au niveau des impacts sociaux, des impacts environnementaux, économiques et bien sûr des impacts sur la santé. Je vous le dis tout de suite, on ne s'attardera pas trop à cet aspect-là. On veut juste le mettre en contexte, dans quel contexte la Tablée des Chefs a été fondée et comment, au quotidien, nos actions ont des répercussions à ce niveau-là. Donc, l'état de la situation sera le premier volet. La Tablée des Chefs en tant que telle, donc le modèle actuel, et également ce qu'on prévoit à compter de 2017. Nous allons passer par la suite la parole à Annie du CHUM qui va nous entretenir un peu de son expérience au quotidien et nous vous reviendrons, Caroline et moi, plus précisément sur les perspectives 2017 et comment on voit ou comment on espère en fait voir le réseau de la santé au niveau de la récupération. Donc, si on regarde au niveau de la situation mondiale, puis on ne s'attardera pas trop, je vous le dis tout de suite, on ne veut pas vous endormir, le plus récent rapport de la FAO, qui est la branche en fait des Nations Unies qui se penche en fait au quotidien sur les questions d'alimentation et de l'agriculture à travers la planète, il y aurait à l'heure actuelle 795 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. C'est une légère baisse par rapport aux années précédentes, ce qui est une bonne nouvelle,
Mais par contre, on observe une hausse dans les pays développés étant, par exemple, l'Europe de l'Ouest ou l'Amérique du Nord, donc Canada, Québec. Il faut savoir, en fait, que la baisse qu'on observe au niveau mondial est principalement due à la montée des pays en développement, donc par exemple Chine, Brésil ou l'Inde, où les productions ont été transférées à ces pays-là, donc le niveau de vie augmente dans ces pays-là, donc ils ont plus d'argent, plus accès à la nourriture, et en contrepartie, dans les pays où la production se faisait autrefois, il y a des pertes d'emplois, des fermetures d'entreprises, donc il y a des gens, de plus en plus de gens qui ont des besoins à ce niveau-là et qui ont recours aux banques alimentaires dans les sociétés développées. De façon globale, la malnutrition provoquerait la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année à travers le monde, ce qui représenterait pour les enfants 45 en fait des causes de décès. La statistique est importante et ce n'est pas pour titiller une fibre de sentiment, mais quand on parle de développement de société, on parle de démographie et évidemment, les enfants sont à la base donc de la démographie. Si tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de croissance démographique, tu n'as pas de croissance au niveau de la société. Donc, si on ne prend pas soin de nos enfants, ben c'est toute la société finalement qui s'en va, en fait, qui est perdante puis qui s'en va nulle part. Donc, au niveau, selon un rapport de l'UNICEF, au niveau des enfants, la malnutrition dans le monde, on a juste mis là, les principaux impacts, on n'entrera pas dans tous les détails, mais on a observé évidemment donc des cas d'anémie, des carences en iode, en vitamine A, et ça a des conséquences évidemment sur le développement psychomoteur cognitif de ces enfants-là. On observe des déficits intellectuels, ça va jusqu'à provoquer de la cécité et il y a bien entendu des impacts certains sur le système immunitaire avec tout ce que ça implique au niveau des microbes, virus et ainsi de suite. On ne lira pas toute la citation qui est là, on va juste retenir que des études qui ont été produites sur une période de 200 ans mettent en lumière que les sociétés où les enfants sont mieux nourris, où la santé est meilleure, sont des sociétés qui produisent mieux, qui se développent mieux. Et donc, on observe ça sur ces 2 siècles-là. Donc, les décisions qui sont prises à un moment donné ont des impacts dans les décennies à venir au niveau du développement des sociétés. Dans ce cadre-là où il y a des populations qui sont mal nourries, on observe qu'on gaspille, qu'on jette à chaque année 1,3 milliard de tonnes de nourriture à travers la planète, ce qui représente le tiers de la production mondiale de nourriture, donc soit 28 pour être très précis. Ce gaspillage alimentaire, appelons un chat un chat, donc le gaspillage alimentaire a des conséquences environnementales, bien entendu, et on sait que les conséquences environnementales ont des conséquences éventuellement sur la santé publique. Au niveau de l'eau, 40 000 milliards de litres d'eau sont gaspillés à chaque année. Ça représente les besoins en fait de 500 millions de personnes. C'est le débit annuel de la Volga, qui est juste le plus grand fleuve d'Europe et qui s'étend sur 3530 km de long. Il faut savoir que 70% des prélèvements d'eau douce ne servent pas à des fins humaines primaires, comme l'hydratation par exemple, mais ça sert plutôt à l'irrigation des terres agricoles dans le monde. Au niveau des gaz à effet de serre, le gaspillage alimentaire, la production donc de cette nourriture qui est jetée à chaque année, représente 3,3 gigatonnes, donc des milliards de tonnes de gaz à effet de serre. C'est un chiffre qui est manifestement en deçà de la réalité. La FAO s'est concentrée sur la production. Il y a d'autres étapes dans la chaîne du gaspillage alimentaire qui, pour cette étude-là, n'avaient pas été prises en compte. Il y a des études, notamment en Italie, qui font état de chiffres qui seraient genre 5,6 fois plus élevés que ceux-là, mais qui sont pour l'instant discutables. Alors, on s'est concentré, nous, sur des études qui sont, je dirais, généralement admises à travers la planète pour faire un peu le portrait, dans le fond, de ce que ça représente. C'est un chiffre qui est difficile d'avoir une image quand on parle de gigatonnes, mais ça représenterait 825 millions de voitures qui parcourraient 20 000 km par année. Au Canada, on est 36 millions. Ça voudrait dire que chaque citoyen canadien, y compris les enfants et même les nouveau-nés, aurait à sa disposition quelque chose comme 23 ou 24 véhicules automobiles et qui parcourraient simultanément 20 000 km. C'est déjà compliqué de s'occuper d'une auto. Si on avait 25 chacun, je ne suis pas sûr qu'on la trouverait drôle. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ben, il serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Au niveau économique,
ça représenterait 750 milliards de dollars par année. Donc, on parle de très gros montants. Et si les pertes mondiales dues au gaspillage étaient un pays, son PIB serait au 18e rang mondial sur les 197 pays qui sont répertoriés. C'est un PIB qui serait supérieur à la Belgique, la Suisse ou les Pays-Bas. Donc, on ne parle pas, on est loin, là, on se fait souvent une image du tiers-monde. Là, on parle vraiment, on compare dans des sociétés qui sont des sociétés fortement industrialisées, on en est là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un quart de toute la nourriture jetée annuellement suffirait à elle seule à éradiquer complètement la faim dans le monde. Plus près de nous au Canada, selon les plus récents chiffres des banques alimentaires du Canada, on parle de 852 137 personnes différentes qui ont recours aux banques alimentaires à chaque mois. 35,8% de ces personnes-là sont des enfants. On a vu l'importance des enfants dans un contexte démographique et de développement de société. Donc, 35,8% ont recours à des banques alimentaires depuis 2008, donc depuis 8 ans seulement. On observe au pays une augmentation de 26% des gens qui ont recours aux banques alimentaires. On pense souvent que les gens qui ont recours à ces banques alimentaires sont des gens sans emploi. Mauvaise nouvelle, 16% de ces gens-là ont des revenus d'emploi, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour subvenir à tous leurs besoins, dont celui de l'alimentation. 44% sont des familles avec enfants et il y aurait 80 000 nouvelles demandes d'aide alimentaire à chaque mois à travers le pays. On estime, grosso modo, qu'au Canada, dans une société comme la nôtre, qui est industrialisée, 40% de toute la nourriture que nous produisons est perdue à une étape ou à une autre de la chaîne alimentaire, et 47% de ces pertes-là proviendraient en fait de nous tous, les consommateurs, de notre comportement à la maison, des choses, on fait des trop grosses commandes, on jette en bout de ligne des aliments qui seraient autrement tout à fait consommables. Les conséquences économiques pour le pays, 31 milliards de dollars par année sont gaspillés au Canada, et ça représente la valeur de la nourriture, parce que si on ajoute à ça les coûts de main-d'œuvre, transport, énergie, on parle de plus de 100 milliards de dollars par année. Conséquences environnementales, on serait à 6 millions de tonnes de surplus qui prennent le chemin de l'enfouissement, ce qui représenterait, selon le multiplicateur qu'on a vu tantôt de l'ONU, ça représenterait donc 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Plus près de nous, et ça va nous intéresser encore plus parce que c'est ici que nous agissons plus, nous, et c'est également votre terrain de jeu au niveau de la santé, 171 800 personnes différentes sont aidées à chaque mois, une augmentation de 34,5% depuis 2008, et encore une fois, 34,5% de ces gens-là sont des enfants. 10,8% ont été remis d'emploi, c'est un peu mieux que la moyenne nationale. 12,1% sont servis pour la première fois en 2016, donc ils n'ont pas eu recours en 2015 aux banques alimentaires. 22% de nouvelles demandes proviennent de la région de Laval. 1 798 000 demandes d'aide alimentaire d'urgence par mois ont été comptabilisées. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est bel et bien par mois. Mais une demande alimentaire, on ne parle pas nécessairement d'un repas complet ou d'une collation. Ça peut être, par exemple, un ménage avec enfants, la paye est jeudi, on est rendu mardi, on n'a plus d'argent, il ne reste plus de lait. On fait une demande auprès des banques alimentaires, peux-tu me donner 1 litre ou 2 de lait pour me rendre jusqu'à ma paye? Ou peux-tu me donner un peu de viande hachée, il me reste du maïs en crème, puis il me reste des patates, je vais me faire un pâté chinois. Donc, ça va vraiment dans le menu détail. Toutes les demandes d'aide urgente sont comptabilisées parce que si ces gens-là n'ont pas accès à ces petites demandes-là, il va y avoir des carences au bout de la ligne. Donc, gaspiller un aliment, c'est évidemment, donc c'est jeter aux poubelles, en fait, tout ce qui est nécessaire pour produire cet aliment-là, pour le faire pousser ou l'élever si on parle de bétail ou de volaille. C'est de polluer inutilement pour le transporter, l'entreposer, le présenter, le vendre, donc à toutes les étapes de la chaîne, et c'est faire en sorte, bien sûr, que le tiers, donc des coûts investis en production alimentaire, ne sert finalement qu'à engraisser les sites d'enfouissement. Mais en bout de ligne, là où on peut agir ensemble, gaspiller un aliment, c'est dans le fond, c'est priver des gens qui dans le besoin, des gens qui en ont besoin, puis c'est induire une pression additionnelle en santé, parce que les gens mal nourris sont plus malades, et donc s'ils sont plus malades, ils se ramassent dans vos urgences, et ça engorge donc encore plus le réseau. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'Atelier des chefs agit au quotidien avec ses partenaires. On va le passer un peu plus en détail.
Donc, l'Atelier des chefs a été fondé par Jean-François Archambault. Jean-François provient d'une famille qui a toujours été très active au niveau communautaire. Ils participent au guignolé, ils font des fundraising, donc des levées de fonds pour des fondations. Donc, il était déjà très sensibilisé à la question communautaire. Et durant ses études en gestion hôtelière à l'ITHQ, il a été à même de constater à quel point, à travers ses études, il cuisinait des trucs, puis après ça, il les jetait. Les professeurs disaient « Ouais, c'est beau, c'est parfait, c'est bon, c'est excellent, merci, tu as une belle note, puis on jette. » Mais là, pour Jean-François, ça n'avait pas de bon sens. Tu ne peux pas jeter une nourriture qui est bonne à être consommée, pendant que je sais qu'il y a des organismes communautaires qui en manquent et qui en ont besoin. Donc, il a décidé de mobiliser, en fait, les chefs, les pâtissiers, les cuisiniers, les foodies, donc les professionnels, dans le fond, de l'hôtellerie puis de la cuisine, puis d'essayer de voir ensemble comment on pourrait faire pour récupérer ces surplus-là. Et c'est comme ça qu'il a fondé l'Atelier des chefs en 2002. La mission de l'Atelier des chefs, je vais prendre une petite gorgée d'eau, ne bougez pas. Une mission à 2 volets, éduquer et nourrir. Normalement, on commence par le volet nourrir, parce que c'est sur ce point-là qu'est né l'Atelier des chefs, mais puisqu'on va en parler plus en détail, on va passer rapidement sur le volet éducation. Ce qui est important, juste avant de vous parler de nos programmes, à partir du moment où tu te dis, ben, je vais nourrir une population dans une perspective de développement durable, tu dis, ben, il faudrait peut-être éduquer les plus jeunes, les enfants, pour ne pas qu'ils reproduisent le même modèle, puis qu'ils se ramassent eux aussi à avoir besoin d'une aide alimentaire. Donc, au niveau de l'éducation, ce qu'on cherche à faire, c'est de préparer les jeunes générations à atteindre leur autonomie alimentaire. Donc, on les accompagne, dans le fond, dans ce cheminement-là, à travers différents programmes. Les 4 principaux, on ne les passera pas trop en détail. Donc, les brigades culinaires dans les écoles secondaires, on est présent dans 84 écoles secondaires en ce moment, et c'est un programme de 24 ateliers en parascolaire, puis sous forme de Iron Chef un peu. Donc, on transmet les connaissances culinaires et alimentaires à ces jeunes-là, puis on fait là, des petits défis pour rendre le tout intéressant et agréable. Des ateliers en centre jeunesse, bien en centre jeunesse, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes, dans le fond, qui sont sortis de leur milieu familial, que l'État a un peu pris en charge, mais quand ils arrivent à leur majorité, donc à 18 ans, on leur dit, ben écoute, voilà, on t'a donné différents outils, c'est le temps maintenant de voler tes propres ailes, bonne chance. Puis on s'est rendu compte qu'ils étaient mal outillés au niveau de l'alimentation, donc on agit, nous, au niveau des centres jeunesse, pour les préparer à mieux, dans le fond, intégrer la société lorsqu'ils seront en appartement. Des camps d'été d'atelier des chefs, donc ça s'adresse à des jeunes, ça va de 10 à 16 ans à peu près. Nous avons 2 écoles de cuisine, une à Longueuil ici et une à Montréal au marché Jean Talon. Et donc on reçoit durant tout l'été, ce sont des camps d'une durée d'une semaine, donc les jeunes sont inscrits et on leur transmet en fait le goût de la cuisine, puis on leur donne un peu là, des données sur la saine alimentation. Les ateliers corporatifs, c'est très intéressant, ça s'adresse donc aux entreprises. Donc, quand les entreprises veulent faire, par exemple, des activités de team building, ben, au lieu d'aller faire du go-kart ou du paintball ou je sais pas quoi, ce qu'on propose, dans le fond, c'est un peu typiquement québécois, donc de se réunir autour, dans une cuisine autour d'une table, de cuisiner ensemble, d'échanger, puis de manger finalement à la fin de la journée ce que nous avons cuisiné ensemble. Donc, grosso modo, au niveau de l'éducation, c'est ce qu'on fait. On participe également à différents programmes, comme par exemple à vos frigos, pour essayer de donner des trucs aux gens afin de mieux gérer le contenu du frigo et faire en sorte qu'il y ait moins de pertes à ce niveau-là en bout de ligne. Nourrir, donc ça passe par la récupération des surplus alimentaires. HRI, c'est le domaine, dans le fond, HRI, qui est le domaine de l'hôtellerie, la restauration et des institutions. Donc, c'est le domaine où Jean-François, lui, a étudié. C'est un domaine où il a ses contacts, ses entrées, et c'est là-dessus qu'on se concentre. Donc, bon an, mal an, avec nos partenaires, on récupère les surplus dans ce domaine-là. On fait également des corvées culinaires, donc dans nos 2 écoles. Les entreprises, non seulement viennent faire du team building, mais parfois, il y en a qui disent, ben écoute, nous, on aimerait ça poser un geste social significatif, donc on irait, mais au lieu de se faire un petit party puis de manger à la fin de la journée, on irait cuisiner, je sais pas, du pain de viande ou, mettons, du pâté chinois, puis on donnerait ça aux organismes. Donc, on ouvre nos cuisines à ces gens-là, on les accompagne là-dedans, on cuisine toute la journée avec elles, et à la fin de la journée, la production est récupérée et elle est distribuée, donc, aux organismes communautaires. Nous avons aussi la semaine des écoles hôtelières, ça c'est au mois de mars à chaque année. Donc, quand on parlait tantôt de mobiliser, en fait, le domaine
de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, les étudiants qui sont actuellement des étudiants en cuisine ou en hôtellerie doivent donc cuisiner dans le cadre de leurs études. Et ce qu'on fait une fois par année avec des partenaires, on fournit la denrée brute nécessaire à la confection de pain de viande et on cuisine en fait 100 000 portions de pain de viande durant le mois de mars à travers donc le réseau des écoles de cuisine et des écoles d'hôtellerie. Et évidemment, cette nourriture-là est systématiquement acheminée et remise aux organismes qui en ont besoin. On peut se demander qu'est-ce que la tablée des chefs vient faire dans le portrait, puisqu'il y a déjà un réseau de banques alimentaires au Québec, c'est vrai. Le réseau des banques alimentaires se concentre surtout sur les denrées brutes, donc fruits, légumes, viande, volaille, nourriture sèche, le riz par exemple, le canage, etc. Tandis que la tablée des chefs se concentre sur les plats cuisinés. On est donc, dans le fond, complémentaire de ce que font déjà les banques alimentaires. Les banques alimentaires n'étaient pas équipées pour récupérer des plats cuisinés. Nous, en fait, c'est le modèle qu'on a développé parce qu'il y avait un besoin là, il y avait des surplus qui se gaspillaient à ce niveau-là. Les banques alimentaires font déjà, dans le fond, leur job à leur niveau. Alors nous, on a pris la niche qui n'était pas exploitée. On s'est dit, bien, il faut qu'on récupère de ce côté-là. Les banques alimentaires, donc, œuvrent surtout du côté des marchés, des supermarchés, les citoyens, par exemple, les grandes guignolées ou autres, on peut donner aux banques alimentaires à longueur d'année. La tablée des chefs, elle, se concentre surtout au niveau des hôtels, des restaurants et des institutions. Institutions, ça peut être, par exemple, des arénas comme on est au Centre Bell ou au Centre Vidéotron, mais ça peut être également des établissements comme le vôtre dans le domaine de la santé. La tablée des chefs, c'est plus de 80 partenaires récurrents et spontanés, parce qu'on a non seulement des partenaires qui donnent systématiquement leur surplus à chaque semaine, à chaque 2 semaines ou à chaque mois, mais il y a également par exemple, des organisations corporatives, ça peut être des associations de comptables, de juges, peu importe, qui font à chaque année des symposiums, des réunions, ça peut être des gens qui font des mariages, etc. Donc, ce sont des événements qui ne sont pas récurrents, qui ne reviennent pas tous les semaines, ça arrive une fois ou deux par année, et on récupère également donc ce type, les surplus générés par ce type d'événements-là. Nous sommes partout au Québec systématiquement. La tablée est également présente en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au niveau canadien. Depuis 2013, nous avons des activités en France et au Mexique où on développe ces deux marchés-là, dans le fond. Et nous sommes en test aux États-Unis, à San Diego, depuis l'été de cette année. Et c'est un peu, en fait, je dirais, l'étendue de nos activités qui nous a amenés à nous re-questionner sur le modèle que nous avons en ce moment. On sait qu'ailleurs, il y a des variations au niveau des pratiques, et c'est de ça dont je vais vous entretenir un peu plus loin dans la présentation. Bon an, mal an, en fait, bon an, mal an. En 2015, allons-y avec les chiffres les plus récents, la tablée des chefs a récupéré 500 000 portions de nourriture, et on parle du Canada seulement. Ça représente 150 tonnes de nourriture qui ont été ainsi récupérées et distribuées. Et si on reprend donc le multiplicateur de la FAO, ça représenterait 375 tonnes d'équivalent CO2 non émises. Donc, nos activités ont non seulement un impact direct auprès des populations qui en ont besoin, mais ça a également un impact direct sur l'environnement parce que c'est de la nourriture qui ne prend pas le chemin des sites d'enfouissement et qui donc ne se décompose pas et n'émane pas donc de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, modèle actuel est Horizon 2017. Pardon. Alors, la tablée des chefs, grosso modo, agit comme agent de liaison entre les donateurs et les organismes. Et le terme agent de liaison est important parce que des fois, les gens s'imaginent qu'on va nous-mêmes récupérer la nourriture dans un établissement puis qu'on transporte nous-mêmes cette nourriture-là vers les organismes. Ce n'est pas le cas. Quand Jean-François a commencé le développement de la tablée à travers ses contacts du réseau, les gens ont dit, écoute Jean-François, oui, c'est super, on veut embarquer, on veut faire notre part, mais tu sais, nous là, le communautaire, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas les organismes, on ne sait pas comment ça marche. Est-ce que ce sont des gens fiables? Peut-être, mais on n'a pas le temps de commencer à chercher puis à fouiller. On n'a peut-être pas le matériel nécessaire pour empaqueter puis redistribuer ça. On n'a pas de monde pour aller le porter. Si tu peux nous arriver avec un modèle ou un système, appelons ça clé en main, qui va nous faciliter la tâche, regarde, on embarque, c'est sûr. Donc, la tablée des chefs, dans le fond, assure toute la logistique nécessaire entre le producteur de surplus, donc le domaine HRI, et les organismes qui en ont besoin. Donc, on crée, dans le fond, le partenariat entre l'organisme et le donateur.
de façon générale, je vous dirais également que ce qui est important à retenir, c'est qu'on le fait sur, je dirais, une petite échelle dans le sens, c'est de proximité. L'établissement est lié à un organisme qui n'est pas à l'autre bout de la planète, mais qui est vraiment de son quartier. Et c'est important pour la plupart des partenaires de dire, écoute, nous, on est, mettons, à Trois-Rivières, puis on veut faire une différence dans cette communauté-là, parce que c'est là qu'on a nos activités. Donc, on s'organise pour avoir un organisme de proximité, ce qui fait que les surplus sont redonnés dans le fond à la société qui fait vivre ces gens-là et qui achètent leurs produits. Donc ça, c'est aussi important de savoir que c'est plus local pour chaque partenaire dans le fond. Donc au niveau du fonctionnement, on fournit en fait les contenants de récupération, on fournit les étiquettes d'identification, donc c'est important qu'on sache ce que contiennent les bacs de récupération. On évalue avec les partenaires quelle serait la fréquence idéale des cueillettes, donc en fonction des volumes qui sont produits, puis on détermine ensemble un calendrier de cueillette, et puis ce calendrier est flexible. Dans des établissements récurrents, c'est peut-être moins évident, mais tu as des établissements, par exemple, comme des centres de congrès, où tu as des semaines, c'est pas occupé, puis la semaine suivante, tu as, je sais pas, un mariage, 3 conventions, puis là, il y a un gros volume, tu as besoin de récupérer plus souvent. Donc, on est extrêmement flexible à ce niveau-là. Le modèle est fait pour s'adapter, dans le fond, à ces contraintes-là. Le matériel de récupération a été développé en collaboration avec le MAPAC parce que c'est important qu'on respecte des règles d'hygiène strictes. Donc, ce sont grosso modo des contenants d'aluminium recyclables à usage unique. On fournit également les chaudières, chaudières à soupe, ça peut être potage, mais ça peut être également des sauces à spaghetti. S'il reste 32 litres de sauce à spaghetti, ben les chaudières, c'est parfait pour ça. Elles sont réutilisables et c'est du plastique, donc de grade alimentaire. On fournit également des sacs à pain en plastique recyclable. On dit sac à pain, mais on peut y mettre en fait toute nourriture sèche, par exemple biscuits ou muffins. Donc ça sert, on peut en mettre plus dans le fond dans le sac, donc ça sert à cette fin-là. Et on fournit également les étiquettes qui sont faciles à remplir et qui contiennent déjà, enfin, on a mis sur les étiquettes les principaux allergènes connus, par exemple gluten, les noix, arachides, etc. Donc, les gens n'ont pas besoin d'écrire attention, ce plat contient telle chose. C'est déjà écrit sur l'étiquette, il suffit de cocher. Donc, c'est rapide, c'est facile, puis c'est clair pour tout le monde. Au niveau de la chaîne de récupération, grosso modo, on n'a pas réinventé le bouton en 4 trous, c'est quatre étapes fort simples. Donc, le remplissage des contenants, l'étiquetage, donc qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, à quelle date ça a été empaqueté, puis est-ce que ça contient des choses auxquelles il faut faire attention. On envoie ça au congélateur jusqu'à la récupération et l'organisme, à la date et à l'heure convenue, passe chez le partenaire et recueille dans le fond ce qui a été collecté durant la période, puis il apporte ça à l'organisme tout simplement. Les activités sont suivies sur une plateforme web. En fait, nous avons une plateforme web où les donateurs et les organismes ont leur page, leur profil, et toutes les activités sont suivies là-dessus. Vous pouvez vous y référer en tout temps. Vous y trouvez, par exemple, les quantités de nourriture que vous avez récupérées depuis votre inscription, dans le fond, depuis votre entrée à la table des chefs, mais également une fonction statistique fort utile qui vous permet, dans le fond, de trier par date ce que vous avez récupéré. Ce qui fait qu'au bout de 2, 3, 4 ans, tu te dis, écoute, quelle est notre performance, dans le fond, par rapport à l'an passé ou par rapport à il y a 2 ans? Vous pouvez sortir vos données par année, par mois, par trimestre, par peu importe. Donc, c'est un outil de référence extrêmement intéressant. Vous avez également tout votre calendrier de cueillette qui est là. Vous avez l'essentiel de ce que contient votre entente de récupération. Et il y a un menu à gauche où il y a plusieurs fonctions là, qui peuvent être utiles si vous avez besoin de vous y référer puis de sortir là, des données particulières. Nous fournissons également un matériel de soutien. On a produit un guide de récupération alimentaire qu'on distribue, dans le fond, à tous nos partenaires et qui contient, grosso modo, donc un résumé, en fait, des règles d'hygiène et de salubrité, les types de contenants que nous fournissons ainsi que leur gestion, donc comment les entreposer, comment les gérer, etc., les nettoyer au besoin. Les grands principes de la chaîne du froid, pour éviter évidemment donc les contaminations croisées, combien de temps une nourriture peut être sur un présentoir avant d'être récupérée, etc. En fait, aussi le type de nourriture qui ne sont pas admissibles. Il y a malheureusement des types de nourriture, par exemple les viandes crues, par exemple les tartares ou les sushis,
pour des raisons évidentes. On ne les récupère pas. Les poissons, de façon générale, dans certains cas, oui, mais de façon générale, c'est à cause des allergies là, très répandues, c'est plus difficile, mais on ne dit pas que tous les poissons ne sont pas récupérables, mais on porte une attention particulière de ce côté-là. Le guide contient également un rappel du cadre légal. Je vous en parlerai tantôt. On a une diapositive là-dessus. Et nous offrons également de la formation en cuisine ou en salle à manger si nécessaire. Dans le cas d'établissements comme le vôtre, c'est peut-être pas pertinent parce que ce sont déjà des professionnels qui ont déjà suivi des formations pour pouvoir travailler dans votre milieu. Mais quand on pense, par exemple, mettons au Centre Bell ou un buffet, par exemple, ce sont plutôt des hôtesses ou des gens qui sont là pour présenter la nourriture, la servir. Ils n'ont pas nécessairement suivi la formation adéquate. Donc, nous nous rendons chez le donateur et nous offrons cette formation-là pour nous assurer que tout le monde soit, dans le fond, à la même enseigne. Nous avons également un guide de navigation pour la plateforme. Notre but, dans le fond, est de créer la relation entre le donateur et l'organisme et de faire en sorte qu'il soit le plus autonome possible. On ne veut pas toujours être l'entremetteur, on ne veut pas toujours être pris entre les deux. On veut vraiment créer cette relation-là, puis c'est une relation de proximité, puis c'est important. Donc, à travers le guide de navigation, vous êtes à même de créer votre profil, de faire vos demandes de récupération, qu'elles soient récurrentes ou ponctuelles, puis de modifier vos horaires de cueillette au besoin. Ça vous indique comment, dans le fond, effectuer vos suivis statistiques, puis il y a évidemment, bien sûr, on vous parle en fait du menu, quelles sont les options du menu, comment vous en servir, puis comment en fait ça pourrait être utile dans vos cas particuliers. Protection légale, très important. Les gens au début disaient, écoute, oui, on veut bien récupérer, mais on ne sait pas ce qui va se passer à l'autre bout. Tu sais, qu'est-ce qui arrive là, tout d'un coup, quelqu'un s'intoxique ou vomit ou ça, tu sais, on veut bien donner, mais on veut s'assurer que ce soit fait de façon correcte. Le Code civil du Québec, à l'article 1471, qu'on appelle de façon générale le Code du bon samaritain, vous protège à ce niveau-là. On ne peut pas au Québec poursuivre une personne qui prête assistance à une autre personne de bonne foi, à moins évidemment que cette assistance-là soit intentionnellement malveillante. Mais autrement, vous êtes protégé de ce côté-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas unique au Québec. Toutes les provinces au Canada ont, dans leur code civil, ce type de protection-là. Les États-Unis également et d'autres pays aussi. Donc, l'altruisme, en fait, est protégé au niveau légal. Horizon 2017, ce qu'on cherche, en fait, comme je vous disais tantôt, à travers nos expériences dans les autres provinces, dans d'autres pays, on re-questionne. On n'est pas parfait, on re-questionne dans le fond notre modèle. Donc, on aimerait pouvoir offrir un modèle qui soit peut-être plus flexible ou mieux adapté, en fait, aux réalités de tout un chacun. La réalité d'un établissement de santé n'est pas nécessairement la même que le Centre Bell. Donc, il faut s'assurer qu'on réponde aux besoins de chacun. Donc, ce qu'on veut faire en 2017, c'est une concertation auprès des partenaires du milieu. Donc, on va revisiter, évidemment, les partenaires qui font déjà le service de récupération, mais on aimerait également s'asseoir avec de nouveaux partenaires de d'autres milieux pour avoir une meilleure vision d'ensemble, ce qui nous mènerait éventuellement à une révision des normes actuelles, le cas échéant, et bien sûr, il faudrait représenter en fait ces normes-là au niveau du MAPAC pour nous assurer que tout est parfaitement en ligne avec, dans le fond, les directives au niveau d'hygiène et de salubrité du gouvernement. Donc, je vais, à ce moment-ci, je vais passer la parole à Annie Lavoie du CHUM qui va vous parler un peu de comment ça se passe au niveau d'un vrai hôpital, au niveau d'un établissement de santé. Et je vais vous revenir par la suite rapidement. Il reste deux diapos après ça pour conclure, puis vous dire un peu comment on aimerait s'asseoir avec vous pour développer dans le système de la santé le modèle de récupération. Alors, je passe la parole à Annie. Je pense que Jérôme, tu dois pitonner quelque chose pour ça. On va juste valider. Annie, est-ce que vous pouvez essayer de parler? On va voir si on vous entend. Non, probablement pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre le rôle de présentateur. Je vais vous le redonner tout de suite. Je dois juste débrancher quelque chose, là, un instant. Et même pas. Donc, allez-y, Annie. Bonjour. Bonjour. Ici, à Hôtel-Dieu du CHUM, nous sommes les partenaires de la Tablée des chefs depuis environ 4 ans. Ici, à Hôtel-Dieu, ça signifie environ 5400 portions que nous avons remis là, à nos 2 organismes avec lesquels nous sommes jumelés.
C'est sûr que nous aimerions transposer ce modèle-là dans le nouveau CHUM, parce qu'on déménage bientôt. Et dans le nouveau CHUM, on imagine que c'est environ 15 000 portions par année que nous allons remettre là, aux organismes auxquels on est jumelés. Au début du partenariat, on était jumelés à 2 organismes. C'était le Chaînon, avec lequel on est toujours partenaire, et nous avions aussi Multicaf. Donc, gérer les deux partenaires était un petit peu complexe et on n'avait pas nécessairement des denrées pour les deux. Il y avait une communication qui était vraiment très simple avec le Chaînon et la communication avec l'autre organisme était plus difficile. L'alliance, on va l'appeler comme ça, c'est un peu effrité d'elle-même avec un des deux organismes, à l'avantage de l'autre organisme qui récupère toutes les denrées. Donc, au départ, on avait établi un calendrier clair pour que les gens viennent chercher les aliments. Et on s'est aperçu rapidement que ça ne fonctionnait pas. Nous, on gardait les aliments au froid, donc on les transférait dans les équipements appropriés. Et on les gardait et le Chaînon les organismes venaient 2 fois semaine. C'était très difficile de gérer parce que des fois, les gens venaient, les organismes venaient et on n'avait pas un volume suffisant pour les faire déplacer. Donc, pour eux, c'était un petit peu, c'était pas très agréable là, de venir à l'Hôtel-Dieu seulement pour, je donne un exemple d'une douzaine de muffins ou d'une plaque de lasagne. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec le temps, c'est de vraiment gérer en mode congélation. Donc, tous les restes sont changés. Aussitôt que les mets, on sait que c'est des restes, on les entrepose dans les contenants qui vont partir pour l'organisme. Ensuite, ils sont mis dans le congélateur, bien étiquetés avec qui sont fournis par la tablée des chefs. Et c'est prêt à partir. Donc, maintenant, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a une communication directement avec le Chaînon, donc avec l'organisme, et on les appelle pour leur dire, bon, là, on a un volume quand même important de denrées, il faudrait venir les récupérer. On fonctionne environ dans un délai de 24 à 48 heures et ils viennent récupérer de façon surgelée, puis eux remettent les trucs congélateur. Donc, c'est vraiment pratique pour nous. Ils viennent environ 1 fois ou 2 semaines et le volume est quand même important. Donc, ils ne se déplacent pas pour rien et ça convient là, aux 2 parties. Mis à part les aliments qu'on ne doit pas envoyer comme le poisson cru et en général la gamme de poissons, nous, on envoyait vraiment de tout. Et après discussion avec la responsable des organismes, on s'est rendu compte que les besoins n'étaient pas nécessairement au niveau de tous les aliments. Je vous donne un exemple. Le Chaînon ne veulent pas de pain. Donc, tout ce qui est, si on avait un surplus de pain, on n'a pas beaucoup de denrées alimentaires, c'est plus des plats transformés, mais des fois, ça peut arriver une erreur de commande ou qu'on a un surplus de pain Et c'était le genre d'aliment que le Chaînon ne voulait plus récupérer. Donc, il a fallu s'ajuster. Et maintenant, on a établi là, un document de ce qu'on peut envoyer et de ce qu'on ne peut pas envoyer au Chaînon. C'est sûr qu'au début, c'est difficile. Les employés ont peur d'un rajout de travail. Donc, il faut vraiment bien expliquer le concept aux employés. Et je vous dirais qu'après 3-4 mois d'implantation, le réflexe se fait tout seul. Là, les employés n'ont pas besoin de personne pour leur dire de mettre les denrées qui restent dans les plats pour les envoyer au Chaînon. Ils le font là, par eux-mêmes. C'est dans les plans de travail. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de leur tâche quotidienne et ils sont très à l'aise avec ça. Et je vous dirais que ça a amené vraiment une onde positive sur l'équipe, sur les équipes en fait, parce que tout le monde est directement lié, autant la cafétéria, la distribution alimentaire que la production. Et ça a amené vraiment une onde positive, parce que les gens ont vraiment aiment vraiment mieux garder les aliments et en sachant que ça va être distribué à des gens au lieu de carrément les mettre aux poubelles. Donc c'est quand même très positif. Voilà.
Donc, voilà. C'est ça. C'est ce qui se passe à Hôtel-Dieu en ce moment. Est-ce qu'on nous entend? Oui? Oui. Oui. Ah, on nous entend. Ben, merci infiniment, Annie. Très apprécié cette expérience-là. Donc, comme vous voyez, c'est une réalité de son côté. Il y a d'autres types de réalités ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on va revisiter notre modèle en 2017. Au niveau du domaine hospitalier, puis on va terminer avec ça, là, 2 diapos encore. On a répertorié, nous, 98 établissements de santé au Québec. On a mis un gros astérisque à côté parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de chiffres là-dessus. Je vous le dis tout de suite, on a exclu pour l'instant tout ce qui est CHSLD pur. Pas parce qu'on ne veut pas les servir, mais parce que la première année, on ne peut pas tout couvrir non plus. Donc, les établissements que nous avons retenus dans les 98 sont des établissements où il y a impérativement des soins de santé physique. La plupart de ces établissements-là offrent également des services au niveau psychiatrie, néonatalité, gériatrie, dans certains cas des soins de courte durée, soins de longue durée de type CHSLD, mais ils ont au moins à la base des soins de santé physique, un peu comme au CHUM dans le fond. Et pour nous, un établissement, c'est une bâtisse, donc c'est un environnement physique. Vous êtes de plus en plus réunis sous des administrations qui sont des CIUS ou des CIS, des I3S, et vous êtes plusieurs établissements chapeautés par ça. Pour nous, un CIUS n'est pas une seule entité, mais plusieurs établissements, parce qu'il y a là plusieurs services alimentaires, donc différents. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on agit. Ça représenterait les 98 établissements entre 20 000 et 25 000 lits à peu près. Annie en a parlé, l'Hôtel-Dieu, c'est 244 lits, puis c'est une moyenne de 5 400 portions par année. Alors, on imagine que si on transpose ça au niveau du Québec, ben on parle d'un potentiel de 450 000 portions, ce qui représente en fait à peu près le volume actuel de la tablée des chefs, ce qui veut dire que si tout le réseau de la santé faisait de la récupération de ces surplus alimentaires, ben on serait au-delà facilement du million de portions de nourriture récupérée avec tous les impacts qu'on connaît au niveau de la santé publique puis au niveau de l'environnement. Donc, c'est ensemble qu'on peut faire ça. Nous, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, Horizon 2017, ce qu'on cherche auprès du domaine hospitalier, ben, c'est un partenariat dans l'élaboration d'une norme à ce niveau-là. Donc, on voudrait pour avoir la chance de s'asseoir avec vous, d'échanger, puis de mettre les cartes sur table, de voir en fait ensemble, de faire des tests de terrain, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Annie a parlé tantôt du pain, par exemple. Au Chaînon, bon, ils en ont déjà, puis à un moment donné, ça ne fonctionne pas. On peut l'acheminer ça vers d'autres organismes. Alors, c'est tout ça qu'il faut qu'on voit ensemble. On ne pourra pas le faire tout seul, nous, sur le coin de la table. Il faut qu'on puisse vous parler, qu'on puisse essayer des choses, puis qu'on le fasse de façon transparente pour en arriver à un système qui va fonctionner puis qui va être optimal au niveau des ressources. Puis un coup que ça va être fait, bien évidemment, ce qu'on souhaite, bien, c'est de le mettre en place, de faire approuver, dans le fond, ces nouvelles pratiques-là par le MAPAC pour nous assurer que tout est correct, puis de mettre en place là, un système de récupération pour faire en sorte que le travail également des gens en cuisine ne soit pas un travail qui s'en va aux poubelles. Il faut qu'on récupère le plus possible, qu'on nourrisse des gens. Puis, dans le fond, votre mission en santé, vous faites beaucoup de curatifs, mais dans ce cas-ci, on peut faire du préventif en nourrissant ces populations-là, en leur offrant une meilleure santé à travers la nutrition, puis en faisant en sorte que, éventuellement, ben, ils aient moins besoin de services d'urgence au niveau de la santé. C'était l'essentiel, en fait, de notre propos. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus sur la Tablée des chefs, ben, on a un site web, bien sûr, tabletdeschefs.org. Nous sommes sur les principaux réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre également à travers les réseaux sociaux. Pour nous joindre, ben, nos coordonnées sont là, mais de toute façon, la présentation sera hébergée sur le site de SSE, donc vous pourrez vous y référer éventuellement pour nous joindre, soit Caroline ou moi-même. Ça nous fera plaisir d'aller vous voir, puis d'échanger, puis de voir ensemble comment on peut faire une différence par la récupération des surplus alimentaires. Alors, je vous remercie. S'il y a des questions, on est là. Merci beaucoup à tous, Luc, Caroline et Annie.
Donc, comme le mentionnait Luc, on va attendre des questions. On a un bon 15 minutes potentiel pour des questions. Moi, j'en ai reçu par le module chat. Donc, là aussi, si vous êtes timide, s'il y a beaucoup de bruit derrière vous ou autre, n'hésitez pas à nous les écrire et puis je les lirai pour vous. Donc, voilà, allez-y avec les questions. Allô? Oui? On n'a pas entendu. Je pense que ce n'est pas une question pour vous. OK. Ah. Regardez, moi, je vais briser la glace. Une question qui m'a été posée ici, qui est: êtes-vous présent seulement dans les grands centres ou aussi en région? Non, nous sommes également présents en région. En fait, vu que le service de récupération alimentaire, donc comme Luc l'a dit un peu plus tôt, nous on vient vraiment faire des liens entre des organismes communautaires locaux, puis des établissements, dont les hôpitaux là, qui ont des surplus alimentaires. En fait, ce qui nous donne la chance là, d'avoir des activités partout à travers le Québec. Donc, peu importe la région où vous êtes, dès qu'il y a un organisme qui est proche, le lien peut se faire, puis donc la récupération des surplus alimentaires aussi. Merci. Moi, je vais avoir une question, Jérôme. Anne-Marie Gargano du CHU de Québec. En fait, j'ai une question un peu plus bureaucrate, c'est-à-dire que quel genre de... Tantôt, vous parliez que vous faisiez le lien entre les donateurs et les organismes. Quel genre d'entente... comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Il y a un protocole d'entente qui est élaboré? J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. Évidemment, il y a des ententes écrites à ce niveau-là, où on décrit, d'une part, le type de service qui sera mis en place entre l'organisme et le donateur à travers donc le service de la tablée des chefs. On y décrit également les fréquences de cueillette. Donc, est-ce que le donateur s'engage de façon hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle ou spontanée? Ça peut être à l'événement dans certains cas. Par exemple, pour des centres de congrès, ils disent, écoute, moi, je vais récupérer à l'année longue, mais j'ai pas de la récupération à chaque semaine parce que j'ai pas nécessairement des activités à chaque semaine. Donc, ça va être sur une base plus spontanée ou à l'événement. Il y a actuellement le modèle que nous utilisons, il y a des frais, évidemment, qui sont rattachés à ça. Et ce qu'on veut voir en fait pour 2017, c'est comment absorber ces frais-là à travers d'autres structures, comment rendre le service accessible au plus grand nombre de partenaires possible. Puis on comprend que dans le domaine hospitalier, la question monétaire, vous coupez les scènes en 72 déjà. Donc on peut pas induire une pression additionnelle de ce côté-là. Fait que c'est de voir, nous, à travers nos partenaires existants, donc des fondations ou des levées de fonds ou des subventions, comment on peut arriver à implanter le système sans induire cette pression-là à votre niveau. Les ententes actuelles font effectivement référence donc à la question monétaire parce qu'il y a des contenants qui sont achetés par nous, qui sont acheminés. On utilise des services de transport pour envoyer les contenants chez les donateurs pour qu'ils puissent empaqueter la nourriture. On produit les étiquettes. On a une plateforme web donc qui est hébergée. On a des frais d'hébergement, des frais de webmaster pour le développement, etc. Il y a des frais administratifs. Mais tout ça, on est en train, on a déjà fait un grand bout de chemin là-dessus. On est en train de les financer d'un côté pour pas que la question financière devienne un frein, dans le fond, à la récupération. Ce qu'on veut, c'est de récupérer la nourriture, puis on veut abattre, dans le fond, tous les freins qu'on constate à ce moment-ci. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on veut parler aux gens, puis s'asseoir aux gens, quels seraient les freins à la récupération à votre niveau? C'est-tu des freins syndicaux? C'est-tu des freins monétaires? C'est-tu des freins d'environnement? Fait que c'est tout ça qu'on veut voir pour revisiter le modèle puis faire en sorte qu'il soit accessible au plus de monde possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être un peu long. Non, oui, ça répond à la question. Puis en fait, c'est parce que nous, on le fait chez nous, sans passer par la table des chefs, mais on a des ententes. Puis la problématique, en fait, puis vous n'avez pas tout à fait répondu, mais j'ai compris d'un côté la question. Mais nous, en fait, la problématique qu'on vivait, c'est qu'on redonnait à certains organismes qui, eux, en fait, revendaient par la suite la nourriture. Fait que moi, je me demandais, en fait, par la table des chefs, quand on fait une entente, est-ce qu'il y a un mécanisme pour circonscrire, en fait, les rôles et responsabilités des parties dans cette entente-là? Puis, en fait, ma deuxième question était justement les frais reliés
à ces ententes-là. Vous avez répondu à la première question, mais c'était plus une question de protection. C'est quoi notre sécurité qui nous engage que c'est utilisé au bon, en fait, Oui, c'est des questions fort pertinentes. Merci. Effectivement, les organismes avec lesquels nous avons des partenariats sont tous accrédités par les banques alimentaires. Donc, on sait en partant qu'ils ont tous reçu une formation adéquate et approuvée au niveau de la manipulation des aliments et ils sont tous engagés en fait à redonner les surplus collectés, ramassés sans frais, donc aux populations dans le besoin. L'idée, en fait, derrière ça, la plupart des organismes non seulement offrent des services alimentaires, mais également des vêtements, de l'accompagnement au niveau de l'emploi, des choses comme ça. Et puis ils ont un budget pour faire ça. Puis quand on leur apporte, nous, de la nourriture, ben ils soustraient, dans le fond, cet argent-là qu'ils auraient mis pour acheter de la nourriture, puis ils peuvent le mettre sur d'autres services offerts. Mais jamais, dans nos partenaires, on autorise la vente. En fait, c'est bien écrit dans nos ententes que la nourriture donnée et reçue par l'organisme ne peut pas faire l'objet d'une vente ou d'une transformation ou pour collecter des fonds de quelque manière que ce soit. Ça, c'est très, 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 très clair. En fait, moi, ce que j'ai vu dans divers organismes aussi, donc la vente n'est pas permise en fait pour faire des sous. Par contre, moi j'ai déjà vu en fait certains organismes qui vont, exemple, vendre un repas complet à $1 seulement, mais c'est vraiment pour couvrir certains frais, donc ils font aucun sou avec le dollar. Là, c'est vraiment seulement par principe, mais la nourriture est pratiquement donnée là, sachant que en fait, elle vaut plus que $1, là, donc c'est vraiment pas des coûts engendrés à ça. Vous, en fait, je sais pas si c'est ça le prix non plus qui était associé, mais normalement, c'est ça. Donc, comme le dit Luc, là, les organismes avec lesquels on fait affaire sont accrédités par les banques moissons, et normalement, en fait, ces organismes-là ne peuvent pas revendre là, pour se faire des sous là, au sein de leur organisme même. Là. Je reviens. C'est bon, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Anne-Marie, est-ce que ça répondait à ta question complètement? Oui, mais là, moi, j'aurais plein d'autres questions, mais je vais laisser. Ah, ben vas-y. Si les autres personnes n'en posent pas, n'hésite pas. Nous, c'est plaisant d'écouter les réponses à tes questions. Non, ça va. Je laisse la place ça va nous faire plaisir d'aller vous voir, hein? Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part Anne-Marie? Sinon, on va laisser la parole à Anne-Marie. Karine, c'est ça, j'ai pensé, d'aller voir Karine et vous parler de ça. C'était écrit dans le passé, il y avait des... Vas-y, Anne-Marie. Le son de bonne amie. Hey, là, je me sens gênée, là. Tantôt, vous parliez de logistique de transport. Est-ce que c'est l'organisme qui reçoit la donation? Peut-être que vous l'avez dit, qui organise le transport. Est-ce que c'est l'établissement qui doit organiser le transport? Ou c'est, en tout cas, comment c'est coordonné tout ça, là? Puis, voilà, est-ce que ça prend, j'imagine que ça prend des camions spéciaux aussi, là, parce que, en fait, on doit respecter la chaîne froide. Fait que j'avais juste comme un questionnement par rapport à ça. Non, ce sont une très bonne question. Ce sont effectivement les organismes qui prennent en charge le transport, en fait, qui se rendent donc chez le donateur et qui prennent la nourriture qui a été, par exemple, congelée et qui la rapportent à l'organisme. Ils n'ont pas tous des camions réfrigérés du 21e siècle. Ce sont beaucoup, dans certains cas, des bénévoles qui prennent leur propre véhicule et c'est l'une des beautés du système de proximité. Donc, les organismes sont en général à quelques minutes de route du donateur. Donc, il n'y a pas de perte. La chaîne de froid n'est pas brisée. Il n'y a pas assez de temps qui s'écoule entre la cueillette puis la réception à l'organisme. Donc, ça aussi, c'est pris en compte. On ne fera pas recueillir, mettons, tu ne partiras pas de Montréal pour aller chercher des dons à Québec puis revenir à Montréal. C'est vraiment des organismes de proximité et ça, c'est très, très, très important, justement, d'une part, pour assurer la remise des dons dans la localité, mais d'autre part, pour assurer que la chaîne de froid n'est pas brisée dans le transport. Dans la mesure possible, en fait, lorsqu'on fait des ententes, moi, je regarde vraiment avec des organismes là, qui sont à 10-15 minutes dans le top là, de l'établissement là, qui va donner ses surplus alimentaires. C'est sûr que si jamais, en fait, si, exemple, ils sont
dans des régions plus éloignées, il peut y arriver qu'il n'y ait pas d'organisme plus proche. Ben là, c'est sûr que dans ce cas-là, on voit justement pour pas que la chaîne de froid se brise. Donc, en fait, on s'ajuste là, vraiment là, selon divers enjeux là, géographiques qu'on pourrait avoir aussi. Parfait, merci. Vas-y, une autre question. Non, ça va là. C'est votre tour, c'est votre tour. Moi, j'aurais une question quand même, j'en posais une. Hein. Je connais la réponse, là, mais c'est juste, vous entendez un peu parler plus sur quand on est dans une cuisine d'hôpital, par exemple, c'est quoi le genre de nourriture que vous récupérez? J'imagine, c'est pas ce qui vient des patients, des plateaux, là, mais est-ce que c'est juste ce qui vient de la cafétéria ou il y a aussi des parties, effectivement, comme le mentionnait Annie tout à l'heure, de temps à autre, on a une commande qui est mal faite, là, ou en tout cas, on se retrouve avec un peu de surplus de choses qui n'ont pas été préparées, comme du pain. Donc, juste m'expliquer un petit peu, c'est quoi le genre de choses le plus courantes qui peut passer à des organismes, ouais. Oui, c'est très pertinent. Effectivement, tu as raison de le soulever. À la base, ce qui ne sort pas de la cuisine, donc ce qui demeure dans un environnement contrôlé au niveau de l'hygiène et de la salubrité, peut être récupéré. Ce qui s'en va sur les étages ou ce qui a été servi aux tables dans le cas de réunion ou de symposium ou d'un mariage ou peu importe, c'est malheureux, mais on ne récupère pas pour des raisons évidentes. De contamination possible. Donc, ça, malheureusement, c'est de la nourriture perdue. Mais en cuisine, quand tu cuisines pour 400 ou 500 ou 1000 personnes, tu n'arrives pas à 1000 portions justes. Il y a toujours des surplus, donc c'est ça qu'on récupère. Les erreurs de commande, oui, bien entendu, elles sont récupérables, mais la tablée, je le rappelle, se concentre surtout sur des plats cuisinés. Il y a déjà le réseau des moissons qui s'occupe de la denrée brute. Si, par exemple, vous avez 30 sacs de pommes de terre de trop parce qu'il y a une erreur de commande, on peut s'en occuper. On va s'en occuper, c'est pas un problème. Mais normalement, ce serait plus le réseau des moissons. Nous, on se concentre plus sur les plats cuisinés. Quand je dis un environnement contrôlé, les buffets, par exemple, on peut récupérer des buffets tant que la chaîne de froid est respectée. On a parlé tantôt du Centre Bell ou du Centre Vidéotron. La nourriture a donc quitté la cuisine pour être montée dans les loges corporatives, mais il y a une surveillance qui est là. C'est pas laissé dans l'air libre et touché par n'importe qui. Donc, tant que l'environnement est quand même contrôlé, on peut récupérer. Par exemple, dans les loges, il va y avoir, mettons, des hamburgers. Le pain devient tout smoocher, c'est plus agréable, on va récupérer la viande. Malheureusement, le pain ne sera pas gardé. Même chose pour une salade. Si la vinaigrette a déjà été intégrée à la salade, elle se fane rapidement, elle devient pas intéressante et éventuellement, même avec les vinaigrettes, ça pourrait être contaminé. Donc, on ne récupère pas ce type de nourriture-là, mais on dit aux gens, de façon grosso modo, là, vous êtes des professionnels, demandez-vous, est-ce que moi, je garderai ça au frigo ou au congélateur pour le consommer demain, après-demain ou la semaine prochaine? Si la réponse est oui, il y a des grosses chances qu'on le récupère. Si la réponse est « Ah non, moi je ne prendrai pas de chance », tu ne récupères pas non plus. C'est important de se rappeler qu'un organisme bénéficiaire, c'est pas un dépotoir en quelque part. Je m'excuse du mot, mais ça a été une grosse question en France. Peut-être que vous êtes au courant, il y a une nouvelle réglementation là-bas qui oblige les supermarchés donc à remettre leur surplus. Puis les banques alimentaires ont dit, c'est le fun, on est très content, mais on ne veut pas devenir non plus le dépotoir des supermarchés, mais on ne veut pas transférer au niveau des organismes l'odieux de jeter ce qui ne marche pas. Annie en a parlé tantôt au Chêneau, à un moment donné, tu dis, écoute, il y a des choses que qui sont moins intéressantes pour nous. Nous, on a des fois un lancement de livre, par exemple, où c'est de la petite bouchée, je sais pas moi, du foie gras élevé à Madagascar, ou je sais pas trop quoi, des affaires très dispendieuses et très fines. Tu nourris personne avec ça. C'est bien beau, c'est bien fin, mais au niveau de la valeur nutritive, c'est plus difficile. Puis ça aussi, c'est une raison pour laquelle on veut s'asseoir avec les gens, puis voir ce qu'on peut récupérer, puis peut-être trouver ensemble des solutions pour ce que nous, on ne pourrait pas récupérer, mais que tu as en surplus. Est-ce qu'on peut aider à trouver une façon de les récupérer autrement, des acheminer ailleurs? Fait que ça fait partie, dans le fond, de notre horizon 2017, en revisitant notre modèle, d'aller plus loin, dans le fond, que juste ce qu'on fait, puis de le faire de façon transparente, puis en partenariat avec les gens, puis d'essayer des trucs, puis de se dire franchement, ça a marché, c'est le fun, ça n'a pas marché, on le fait plus, par exemple.
Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Puis je sais Regardez juste s'il y a... Oui, vas-y. denrées brutes. En fait, comme Luc l'a dit un petit peu plus tôt, donc oui, on se spécialise peut-être plus dans les mets préparés. Par contre, c'est sûr que s'il y a des denrées brutes, un sac de farine, n'importe quoi, là, une canne on va les prendre, puis les organismes vont vraiment, vraiment être contents d'avoir ces denrées-là parce que c'est des denrées avec lesquelles ils vont travailler aussi. Donc, en fait, Moisson Montréal ou les banques Moisson, plutôt, eux autres, ça va être, oui, une denrée brute, mais sur des quantités qui sont astronomiques, donc vraiment plus grosses là, que ce que les hôpitaux là, vont générer. Mais oui, s'il y a des erreurs de commande, n'importe quoi, donc l'organisme va les prendre, puis ils vont être très, très contents d'avoir ces denrées-là aussi. Là. Oui. Merci, Caroline. Donc, regardez, il est 1 heure, un petit peu passé 1 heure. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais fermer les lignes ici, juste pour vous rappeler. Donc, la présentation d'aujourd'hui était enregistrée, donc on va la traiter dans l'après-midi. Elle devrait être mise en ligne et accessible d'ici fin de la journée aujourd'hui. Et vous aurez également accès à un PDF de la présentation que Luc a faite. Donc, merci à tous. Puis je vais laisser le mot de la fin à Luc et à Caroline. Ben, on vous remercie infiniment. D'une part, on remercie Jérôme et toute l'équipe de SSE. On remercie évidemment Annie pour ce témoignage fort éclairant au niveau des établissements de santé. Et puis, ben, on vous remercie tous de votre présence. On est très heureux d'avoir eu l'opportunité de nous adresser à vous, de vous présenter un peu nos activités, le survol en fait, de nos activités et de la récupération des surplus alimentaires. Puis on espère vraiment pouvoir aller vous voir en 2017, s'asseoir avec vous, puis créer de nouveaux partenariats et amener la récupération des surplus alimentaires a step further, comme on dit. Donc, un pas plus loin, faire un pas en avant avec vous et puis tranquillement, instaurer ça dans le réseau de la santé au Québec parce qu'il y a un potentiel fou dans vos établissements et on vous veut, hein? On veut récupérer, on vous veut. C'est ça le message. Merci encore à tous, puis bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Bon, on va rappeler Jérôme, ça va, c'était